père parlait peu de travail. Hein, oui, il parlait peu de travail. On recevait peu de personnes qui avaient à voir avec ce travail, avec les usines Réau. Hein, il était beaucoup en déplacement, d'abord. Hein. Et en fait, la prégnance la plus forte, c'était quand mon grand-père était maire. Et là, c'est vrai que bon, on nous en parlait beaucoup plus, on se sentait plus regardé par rapport à ça. Mais on ne se sentait pas regardé parce que mon père était directeur des usines Réau. Pas du tout. Enfin, dans mon souvenir, j'ai pas cette impression-là, quoi, du tout. Je prends l'exemple de la période où mon grand-père était maire. J'ai souvent entendu, tu te crois fier parce que ton grand-père est maire, quoi. Par rapport aux usines Réau, non, j'ai jamais eu un ressenti comme ça, si tu veux. En plus, bon, tu prenais l'exemple de Grasse, où effectivement, une industrie de parfum, c'est prégnant, etc. Et on conçoit bien que ça enveloppe, au sens presque physique, toute la ville. Mais là, quand on se baladait dans les rues de Fougères, t'avais pas cette, tu vois, il n'y avait pas d'indication que c'était une ville ouvrière de la chaussure. Enfin, ça se ressentait pas de cette manière-là, quoi. Par contre, il faut voir les choses, et peut-être qu'on les ressentira mieux si on va se promener autour. C'est que nous, à partir des années 65, hein, ma famille, donc mon père, ma mère et mes 4 frères et sœurs, on habitait dans une maison qui était entre 2 usines Réau, exactement, quoi. La première, euh, d'origine, hein, qui était une usine donc de style classique, avec des sheds, enfin d'éclairage, un peu l'imagerie de l'usine. Et la deuxième usine qui s'est construite ensuite dans les années, je pense, 65, je ne sais pas les dates là, franchement. Hein, donc c'est cette usine qui était prévue pour faire 4 ailes différentes avec un corps central, et qui s'est construite juste à côté de la maison, sur un terrain juste à côté de la maison. Et moi, c'était mon terrain de jeu. Hein, j'adorais aller à l'usine pour plein de choses, pour l'atelier de mécanique, pour les stockages de cuir qui nous servaient de trampoline. Enfin, il y avait vraiment plein d'endroits de l'usine où je me retrouvais en, en terrain ami, quoi. Maintenant, ça n'existerait plus, ça. Ça n'existerait plus. Maintenant, les choses sont beaucoup plus séparées. C'est vrai, ça. Oui, j'ai bien conscience de ça. Ça n'existerait plus. Ce serait impossible. Impossible. Et on discutait avec le personnel qui ne voyait pas de problème à notre présence là. Enfin, j'étais peut-être un peu spécial dans ma fratrie, hein, parce que j'étais attiré par la mécanique, les choses comme ça. Donc au sous-sol, il y avait un atelier de maintenance. J'étais très souvent rendu là-bas, quoi. Je bricolais un petit peu. Bon, ça a dépendu des périodes, hein. Quand j'avais 10 ans, je faisais pas la même chose qu'à 15 ans, j'imagine. Bon, je me souviens pas exactement, mais je bricolais mes scooters, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on n'imagine plus faire des choses comme ça maintenant. Pour des questions de sécurité, pour des questions de choses qu'on pourrait même qualifier d'abus de bien social, d'une certaine manière, hein, puisqu'il n'y a pas de raison de mettre à disposition de la famille, du dirigeant, les équipements de l'usine, c'est sûr. Mais à l'époque, c'était comme ça, hein. Moi, je pense qu'à un moment, ça a été la plus grosse usine. Moi, le chiffre que j'ai, c'est au plus fort de l'activité, il y a eu 1200 personnes. Donc c'est quand même, bon, c'est une grosse unité de production en 1200 personnes. Donc je pense que c'était la plus grosse. Et en- le positionnement de production des usines était différent. JB Martin, dès le départ, c'était plus du luxe. Dès le départ, c'était plus du luxe, hein, enfin des chaussures plus haut de gamme. Et bon, Réau, ça a toujours été des chaussures, pas bas de gamme, mais enfin des chaussures d'une gamme un peu tout venant, quoi. Et tu te baladais dans la partie vraiment production?
Peut-être moins, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Et tu gardes les images Ah oui, particulières? oui, beaucoup, oui, beaucoup, oui. Bon, des machines à coudre, des presses. Les presses, c'était impressionnant, les presses. Les grandes presses qui découpaient les empiècements pour les chaussures. Ah, c'est une ambiance particulière. Et là, par contre, ça rejoint peut-être Grasse, c'est qu'il y avait une odeur particulière, un parfum particulier du cuir. Et des fois, tout d'un coup, euh, ça me revient aux narines et ça me rappelle vraiment cette période-là, quoi. Ouais. Euh, Pour moi, c'est des très bons souvenirs, hein. C'est des très très bons souvenirs. C'est une entreprise qui a été fondée par mon arrière-grand-mère, hein, donc dans les années, alors là je pourrais pas te dire, peut-être 1900. Je pense que c'était avant la Première Guerre mondiale, mais peut-être que je me trompe, hein. Donc ça a commencé tout petit, parce que je pense qu'à cette époque-là, à Fougères, il y avait énormément d'artisanat, hein, il y avait énormément de petites unités de production de chaussures. Donc je pense que c'était une femme un peu de tête, une femme qui avait le sens du business un petit peu, hein. Donc elle a monté ça, donc ça a pris de l'importance. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, hein. Mais bon, ça a pris de l'importance jusqu'aux années, euh, jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est là que ces fameux bâtiments qui existent encore ont été construits. En fait, l'usine, les usines Réau, au niveau bâtiment, ça s'est construit en 3 temps. Il y a ces bâtiments-là, donc, qui sont classiques, avec des toits en halchède, là, euh, bon, qui sont caractéristiques de l'architecture industrielle de l'entre-deux-guerres. Ensuite, dans les toutes premières années 60 ou même peut-être même 55, il y a eu un autre bâtiment qui a été construit qui s'est accolé à ce bâtiment ancien. Et ensuite, c'est les usines Réau telles qu'elles existent encore, enfin, dont les bâtiments existent encore, dans les années 65, par un architecte qui s'appelait Maudet. Le stade d'après, ça a été mon père et mon oncle Paul, hein. Alors, l'histoire s'est passée comme ça. Euh, je vais essayer d'être synthétique. Mon, mon père et mon oncle, à 18 ans, ont eu 18 ans au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils sont partis rejoindre la France libre par l'Espagne, où ils ont fait de la prison d'ailleurs. Et ils ont intégré la deuxième DB, donc ils ont fait leur guerre jusqu'à Berchtesgaden, hein, deuxième DB, et ensuite mon père n'a pas souhaité prendre la suite de mon grand-père et est parti pour faire des études d'administrateur colonial à Madagascar. Donc c'était les années avant 49. Moi je suis né en 49. Et ensuite, mon grand-père, lui, pendant la guerre, a été déporté à Dora, au camp de Dora, qui était un camp de travail où étaient fabriqués les V2, et est rentré quand même pas mal affaibli de cette aventure-là, qui a été assez dure, hein. Et donc il a continué malgré tout après 45, mais au bout d'un moment il s'est senti fatigué, et il a dit à ses fils, donc il y avait Paul, Jacques et Jean, donc Jean c'est l'aîné, c'est mon père, Paul le second et Jacques c'est le troisième. Et il leur a dit, ben, si vous ne reprenez pas la suite, eh bien, j'arrête l'usine. Donc je ferme l'usine carrément, quoi. Et parallèlement, enfin, en ce qui concerne l'histoire de mon père, il était à Madagascar et c'est le moment où il y a eu l'indépendance. Donc il était de toute manière obligé de rentrer en France. Et donc ils ont choisi, lui et mon oncle Paul, de prendre la suite de mon grand-père. Donc c'était les années 49, on va dire, 49-50. Et c'est à partir de là que cette usine a pris la dimension qu'elle a pris jusqu'aux années 60.
fin des années 60. Donc elle a dû passer de peut-être 100 un personnel, enfin 100 personnes à 1200 au plus fort. C'est ce qui se disait, oui. Alors là-dessus, moi, j'ai pas d'opinion, hein. C'est ce qui se disait effectivement. Il y avait des syndicalistes qui venaient à la maison, notamment de la CFDT. Je pense que c'est la CFDT, mais je suis pas sûr, hein, parce qu'à l'époque, je sais pas de quand date la scission entre la CFDT et la CFTC, hein. Dont un qui s'appelait Gérard Fontenot, qui après a fait une carrière au niveau national et qui a fini à Bruxelles, je crois, en tant que représentant de la CFDT. Tu en as peut-être entendu parler, je ne sais pas. Donc, c'est ce qui se disait, mais c'est vrai que moi, j'avais quel âge? À l'époque, j'avais entre 15 et 20 ans. Ça ne me préoccupait pas trop, quoi. Hein, bon, ma conscience politique, disons, elle se plaçait pas là-dedans, quoi. Alors, j'essaie de comprendre justement à cet âge-là, là où on commence à se positionner un peu avec des projets d'avenir, autour de 18 ans, on va dire. Oui. Toi, tu avais un peu cette dynastie, on va dire, Oui. familiale, consacrée, enfin vouée à l'entreprise Réo. T'as pas imaginé à un moment prendre la suite Pas du tout. Alors vraiment pas du tout. C'est bizarre, mais vraiment... De toute manière, c'était pas du tout l'esprit, comment on pourrait dire, du management de mon père et de mon oncle, hein. Je me souviens en avoir discuté, hein, bon, surtout au moment où ça allait moins bien, quoi. Donc qu'est-ce qui allait se passer, etc. Mais bon, je me souviens que mon père disait, bon, il n'est pas question que quelqu'un de la famille vienne dans l'équipe dirigeante juste parce qu'il est de la famille. Hein, bon, s'il est formé, si c'est pertinent, oui, mais là, juste par le fait qu'il appartient à la famille, non, ça n'aurait pas été possible, ça, du tout. Ça encore, ça changeait. Et par exemple, ton père aurait pu t'inciter Non. à suivre des études, plus des études Pas de du commerce tout. ou de gestion, d'accord. Pas du tout. Alors vraiment, j'ai jamais eu aucune incitation sur mon orientation professionnelle et même intellectuelle de la part de mes parents, on va dire. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Ton père, tu voyais en lui, en dehors du père, tu voyais en lui aussi le chef d'entreprise ou cet aspect-là était peu présent? Moins. Enfin, si, quand même, forcément. Mais moins. En fait, j'étais assez lié à lui. Par exemple, j'ai fait beaucoup de bateaux avec lui. Hein, donc, on avait un rapport qui était pas du tout sur ce plan-là. Enfin, parfois dans des discussions, mais pas du tout. Ouais. C'est arrivé à un moment, effectivement, je pense charnière, des conflits sociaux, hein, où ça n'a plus été. C'est un peu comme l'IP, hein. Après, bon, vraiment, ça a changé beaucoup et à la limite, pas forcément à l'avantage de la classe ouvrière, entre guillemets, quoi, hein. C'est vrai que ça a bien basculé après. Et c'est vrai que nous, on l'a vécu, enfin, de l'intérieur un peu. Il y a eu des journalistes qui sont venus à la maison. Il y a eu des repreneurs, dont certains assez folkloriques, hein, qu'on a accueillis à la maison. Donc c'est vrai que ça, on l'a vécu. Encore que, un petit peu en décalage, puisque moi, déjà à l'époque, j'étais étudiant à Rennes, donc je venais pas tout le temps à la maison, quoi. Mais moi, je ressentais ça un peu comme une fatalité. Tu vois, c'était un gâchis, quoi. Un peu un gâchis. Mais ma vision était quand même assez extérieure. Peut-être pas fatalité, mais inéluctabilité. C'est un peu différent. L'issue, pour moi, du conflit, il était que l'usine n'existerait plus, quoi. Même quand il y avait des repreneurs. Je faisais pas d'analyse économique à ce niveau-là, du tout, hein.
Bon, c'est pas pour dire que c'était pas mon problème, mais bon, je me sentais complètement bon, à côté, pas complètement étranger, mais au moins à côté de ça. Et je te dis, c'était un sentiment d'inéluctabilité et ça allait se passer comme ça. Et puis, Tu, par exemple, ton père, comment tu sentais que pour lui aussi, euh, l'histoire était déjà arrivée à son terme ou c'est assez ambigu. À des moments, j'ai dû penser ça. Et puis, en fait, bon, c'était quelqu'un de, je pense, très droit, qui se battait pour, à la fois pour les autres et puis pour ses convictions, et qui a été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire pour maintenir le maximum d'emplois dans cette structure-là, ou une structure qui aurait existé, mais sur cette base-là. Hein. Mais je pense que, malgré tout, il était très fataliste là-dessus. Hein. Et bon, ce que je ressentais, moi, mais encore une fois, c'est la vision que j'ai maintenant de ce que je ressentais. Donc, c'est pas forcément tout à fait ça. C'est qu'il y avait des blocages institutionnels qui faisaient que l'usine, enfin les usines Réau, hein, ne pouvaient pas repartir sur des bases qui auraient pu être viables, mais en sabrant beaucoup dans l'emploi, forcément. Hein. Puisque là, à cette époque-là, bon, ils étaient peut-être plus à 1200, mais ils devaient être peut-être à 1000 ou 800 personnes. Hein, et je me souviens d'avoir entendu parler de plans où ils repartaient sur d'autres activités avec 300 personnes ou des choses comme ça. Hein, mais là, c'était une époque, justement, sur le plan institutionnel, où c'était pas possible. C'est ça que je ressentais. Maintenant, je ne sais pas si c'est une analyse qui est pertinente, hein, j'en sais rien du tout. Mon père était déjà parti quand il est parti en 76. Il est parti à l'automne 76. Hein, il est même parti loin, puisqu'il a pris un bateau, il est parti... bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et donc l'occupation des locaux s'est poursuivie après. Après, on n'était plus du tout concernés. Encore que c'était bizarre, puisque bon, ma mère habitait encore la maison, donc on y allait. Mais c'était un monde, ça y est, c'était un monde différent, complètement. C'est marrant parce que moi, j'ai essayé de faire une équipe, j'ai essayé de candidater pour refaire le projet avec un ami architecte de Rennes. C'était un concours d'architecture, donc les architectes posent leur candidature, le maître d'ouvrage choisit un certain nombre et leur fait de faire un projet. Mais avant, il y a une candidature où tu énumères tes moyens, tes compétences, etc. Et on n'a pas été retenu. Sur ces projets-là, tu as peut-être 50 architectes qui candidatent. Hein, donc, non, ça m'aurait bien plu de faire ça. Il y aurait probablement eu un peu de nostalgie, mais... Et du coup, tu es retourné enfin, tu as visité les ateliers? Non, non. Jamais? Non. D'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de le faire, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas si ça va me plaire beaucoup, mais... Oh. Non, je ne suis pas très nostalgique, en fait. J'ai été au lycée à partir de 65, je crois, à Rennes. Donc déjà, j'habitais plus tout le temps à Fougères. J'ai passé mon bac en 68, époque bénie, et après j'ai été étudiant à Rennes. D'accord. Mais quand même, je retournais souvent à Fougères. Pas tous les week-ends, mais assez souvent. C'est une ville qui m'est devenue un peu étrangère. Alors j'évoquais ça tout à l'heure avec Gérard. C'est pour un point qui peut paraître anecdotique, mais Fougères, il y a jusqu'aux années, je pense, 75, il y avait encore la ligne de chemin de fer. Hein. Et il y avait une passerelle qui enjambait toutes les voies de la gare, et que moi j'empruntais souvent. Et j'ai des souvenirs d'enfants, même des souvenirs d'enfants avec des locomotives à vapeur, et on se dépêchait de passer sur la passerelle pour être complètement enveloppé par les vapeurs.
Donc tu vois, c'est des souvenirs qui marquent. Et cette passerelle-là a été détruite, et même, donc tout le réseau ferroviaire a été démantelé, et même sur le plan de l'urbanisme, à l'emplacement de la passerelle, maintenant, c'est une rue qui passe, donc qui nie complètement le passé ferroviaire de Fougères. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic, et à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic, et la ville est devenue un petit peu étrangère pour moi. Mais moi, j'y reviens avec plaisir, et je trouve que c'est une très belle ville. Qu'on arrive de la route de Rennes, ce front de bâtiments anciens avec le château, c'est très majestueux en fait. C'est une belle ville. Donc en fait, toute ton enfance, tu l'as passée dans cette maison qui était à proximité Alors, je l'ai passé jusque les années, je crois, 62 ou 3, dans une maison qui est sur les remparts, dans le haut de la ville, qu'avait acheté mon arrière-grand-mère, justement, hein, dans les années 30. Et on a déménagé pour intégrer la maison de mes grands-parents, que mes grands-parents avaient achetée, à côté des usines Réau. Donc je crois que c'était en 62. Donc, peut-être un peu avant, peut-être un peu avant. Tu es passé de Saint-Léonard à... Oui, du quartier Saint-Léonard, oui. Enfin, le quartier Saint-Léonard, oui, c'est le quartier Saint-Léonard, oui. C'est une très belle maison dont le jardin était arrêté par le haut des remparts. Donc tu dominais l'église Saint-Sulpice, tu domines toujours d'ailleurs. C'est vraiment un beau quartier. La maison de Saint-Léonard, hein, donc, avait un jardin qui butait sur le haut des remparts, tu vois. Mais elle avait une vue sur le quartier Saint-Sulpice, hein, qui est le quartier où il y a les douves du château, l'église Saint-Sulpice, des maisons ouvrières, pas mal de maisons ouvrières, hein, avec des petites rues, des ruelles, etc. Et au cœur, en fait, juste en dessous de la maison, il y avait une entreprise. Alors ça devait être Nazar, je pense. Oui, c'était Nazar, mais on l'apercevait pas tellement, enfin dans mon souvenir, on l'apercevait pas tellement de cette vue-là. Oui, il y avait l'entreprise Nazar, exact, oui. Entreprise importante aussi. Avec Gérard, vous vous rencontrez autour du mouvement scout ? Tout à fait. Scout toujours prêt. Nous, on avait les scouts, effectivement, donc on se voyait quand même presque une fois par semaine. On a fait pas mal d'activités ensemble, on a fait des camps ensemble, à l'étranger. Et pour moi, tu vois, j'avais pas cet esprit de classe, j'allais dire, assez compliqué, parce que forcément, je l'avais un peu, je pense, mais tu vois, dans mon souvenir, ça n'existait pas du tout, quoi. Vraiment, franchement, pas du tout. Surtout dans ces moments-là, surtout dans les moments où on avait des activités ensemble. C'est bizarre, hein, très bizarre. Et c'est vrai que je pense que maintenant, ça a dû quand même... Les choses se sont rigidifiées. Enfin, j'ai pas d'éléments pour le dire non plus, hein, mais... Alors, il y a peut-être un facteur qui comptait, c'est que, au moins à cette époque-là, la chaussure, c'était une industrie presque que de main-d'œuvre, quoi. Hein, donc, la gestion, enfin, pas la gestion, mais le rapport avec le personnel, hein, le fait qu'il fallait que ça se passe bien, c'était peut-être plus important que maintenant, où c'est plus technique, je pense. Comme c'était une industrie de main-d'œuvre, hein, donc l'encadrement était peut-être plus proche des ouvriers. Je pense, je sais pas. Ça, c'est à voir. Il y avait bien sûr notre jardin, mais il y avait le boulevard Thiers, qui s'appelait le boulevard Thiers à l'époque, puisque je viens d'apprendre qu'il a changé de nom, et qu'il s'appelle Tillon. Ce qui est assez ironique, mais bon, c'est un autre débat. Et donc le boulevard Thiers, donc à l'époque, entre les années 60 et 70, même avant, disons 55 à 67, hein, il y avait pas beaucoup de voitures. Et donc je me souviens je fabriquais des chariots, justement, pas dans l'atelier d'entretien des usines Réau, mais chez un menuisier qui habitait juste dans le bas de la rue, qui nous accueillait dans son atelier, on pouvait venir bricoler, etc. Ça aussi, je pense que ça n'existerait plus du tout.
hein, et on se faisait des chariots avec des roulements à billes récupérés, et on dévalait la pente comme ça. Ça, c'est des bons souvenirs aussi, ça. Et il y avait, en équipement industriel aussi, à Boulevard Thiers, il y avait une usine à gaz, un, un- un gazomètre. Vous savez, ces grands réservoirs qui montent et qui descendent suivant leur remplissage. Là. Et ça, on le voyait de la maison. Tes copains d'enfance, est-ce que c'est des relations que tu continues à avoir? Non, pas du tout. Non. Ah non, si Gérard m'avait pas contacté pour son activité là, de récolte d'informations sur le mouvement ouvrier, non. J'étais loin de penser à Gérard Fourel, mais ça me fait plaisir que tu m'aies contacté, Gérard, franchement. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et je te répète, c'est des bons souvenirs. Hein. Bon, même le scoutisme, même si c'était un peu bizarre comme activité. Et je ne sais pas si on a été louveteaux ensemble, Gérard. Ouais, ouais. Donc c'était un local qui était à Saint-Sulpice, juste à côté de l'église, forcément. Alors, je pense que mon grand-père, lui, il avait très fort cette vision-là, hein. Très très fort. Mais nous, pas du tout. Donc, il y avait un peu un hiatus, quoi. Et alors, donc, je te parle de ça parce que lui, il était extrêmement religieux. Il avait, je pense que son expérience de prisonnier à Dora l'avait beaucoup marqué et ça avait renforcé beaucoup sa foi, en fait. Sa foi catholique, bien sûr. Et il allait à la messe tous les jours. Donc vraiment, c'était quelqu'un de très très religieux. Mais mon père l'était pas du tout. On donnait, bien sûr, à un moment donné, on donnait le change. Hein. On allait à la messe, etc. Mais on n'était pas du tout religieux. Et moi encore moins. Moi, c'est ce que je perçois. Après, c'est peut-être une image fausse, mais j'ai l'impression qu'à Fougères, notamment auprès des jeunes, quoi, le poids, ou on va dire, voilà, l'organisation aussi sociale est tournée quand même autour d'activités qui étaient menées par l'Église, quoi. Beaucoup, beaucoup, exact. Ben, le scoutisme, on a un exemple très fort. Ah oui, beaucoup, oui. Il y avait les JOC, je pense, les Jeunesses ouvrières chrétiennes. Il y avait plein d'organismes comme ça. Je pense que dans le sport aussi, c'était pas mal organisé par la hiérarchie catholique. Mais j'ai pas trop d'informations là-dessus. Le cinéma, oui, oui, exact. Oui. Je me souviens de mon premier film et que j'ai vu en salle, ça devait être Ballon Rouge, tu vois, ça. Et je m'en souviens encore de ce film-là. Mais c'était pas du tout dans ce cadre-là. Hein. C'est un ballon qui part jusqu'en Chine et tout. Ça m'a marqué comme. Je voudrais revenir un peu sur l'histoire de ton grand-père. Oui. En fait, dans quelles conditions ou pour quelles raisons il a été déporté à Dora? Alors, mon grand-père, donc pendant la guerre, était maire de Fougères. Et il a été pris en otage parce qu'il y avait eu, je crois, un attentat sur les voies ferrées donc de la gare de Fougères ou à côté, quoi. Donc il a été pris en otage à ce moment-là. Et il est envoyé à Dora. Donc ça devait être... Et je pense qu'aussi, c'est parce que mon père et mon oncle étaient partis... rejoindre la France libre, peut-être. Je sais pas exactement. Oh, je pense pas, non. Donc ça devait être en 42, je pense qu'il est parti en 42 ou en 43 à Dora. Et il est rentré assez tard, je crois en 45. Et je me souviens avoir vu une photo de lui en tenue de prisonnier, tu vois, mais j'ai retenu qu'il pesait 32 kilos en venant du camp de Dora. Mais c'était pas un camp d'extermination, hein, c'était un camp de travail. Et il nous en a jamais vraiment parlé. Ouais, ce que j'allais dire, tu avais un rapport
avec ton grand-père, t'étais proche de lui ou il y Non. avait... Enfin, on l'aimait beaucoup, hein, je pense que ma fratrie et mes cousins et cousines, on était très nombreux, on devait être plus de 30 cousins et cousines. Donc mon grand-père essayait d'en faire un espèce de clan, mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon, c'était quand même un petit peu le patriarche, hein. Un petit peu. De ta famille aujourd'hui, qui est-ce qui reste à Fougères? Alors, personne. Je crois que j'ai une tante qui habite à l'Écousse, mais j'ai honte de dire ça, mais je me demande si elle est encore vivante. Nicole, qui est la femme de Jacques, donc le troisième frère de la fratrie de mon père. Mais bon, elle doit bien avoir 95 ans aussi. Non, sinon personne n'est resté. Et pour quelle raison? Ça, c'est une drôle de question. Pour quelle raison? Alors, je pourrais te dire que les gens ont envie de bouger, mais ça s'est fait relativement progressivement. Alors, beaucoup de mes... Bon, enfin, il y avait quand même pas mal de la famille qui gravitait autour de l'usine. Mon oncle Jacques n'était pas dans l'usine, mais était représentant en cuir et peau et en semelle, mais donc avait beaucoup à voir avec l'usine Réau. J'ai un autre oncle, je crois, qui a... Oui, lui, je sais pas trop. Enfin bon, il y avait quand même... Bon, ça gravitait quand même autour de l'usine Réau. Quand ça a fermé, bon, les gens sont dispersés, ont trouvé des activités ailleurs, etc. Je pense... Je ne pourrais pas dire une raison précise pour laquelle il y a une diaspora. Le mot est fort, mais... Non, il n'y a pas de raison. Mais bon, en ce qui concerne mes frères et sœurs, bon, chacun a vécu sa vie un petit peu comme il l'entendait. Comme il n'y avait jamais eu aucun appel pour qu'on on intègre l'usine ou autre. Et puis ça, bon, aucun de nous. Donc moi j'ai 3 sœurs et un frère. Aucun de nous n'avait pensé à, même avant les problèmes de l'usine, n'avait pensé à intégrer l'usine, hein, franchement. Non, je pense que c'est la vie normale, hein, la vie normale d'une famille, hein, qui se disperse. Il y en a qui restent en contact, d'autres pas. Je crois que c'est assez banal, hein, en fait, comme fonctionnement. Tu te souviens des sirènes? Ah oui, beaucoup, oui. Alors je crois que c'était tous les jeudis, à midi, ou midi moins quelque chose, donc c'était les sirènes... Ah non, ça c'est les sirènes des pompiers, c'est autre chose. Donc il les actionnait pour le contrôle. Mais c'est vrai, les sirènes de l'usine, oui, c'était pour l'embauche. Donc c'était à 1h30 en général. Enfin, ça a été à 1h30 longtemps. Il me dit, le matin, 8h30 peut-être? 8h, oui. 8h, 11h30, Oui. 1h30, 6h ou 7h. Pardon. Et les gens avaient Non, c'était que pour l'embauche. 8h Oui, et 1h30. oui, c'est ça, oui. Ouais. Et tu te souviens, tu gardes des images de tous ces gens qui... Oui, parce que, on le verra, la maison du boulevard Thiers, en fait, les fenêtres... à un moment, c'était ma chambre, donnait sur la sortie, mais de la partie ancienne du bâtiment, hein, pas de la partie neuve. Mais il y avait pas mal de personnes. Oui, je me souviens, oui. Et les gens, il y avait des voitures, prenaient leur voiture ou partaient à pied. Beaucoup de gens habitaient dans le quartier, je pense. Ah. Tu parles de cette maison, là, donc Oui, on va aller voir après ensemble. Oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue, en fait? Elle a été vendue. Ma mère l'a vendue il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Oui, elle a été vendue. Ma mère y a habité un moment, puis après, elle est venue habiter Rennes. D'accord, ouais. Ok. Donc, c'est entre les deux maisons que tu as occupées, il y en a une qui est restée plus importante pour toi dans tes souvenirs d'enfance? Oui, forcément, la maison où je suis né d'ailleurs, la maison de Saint-Léonard, hein,
des remparts, je suis né physiquement là-bas, quoi. Et donc mes premiers souvenirs datent de cette maison-là. Et en plus, mon arrière-grand-mère vivait encore. Mon arrière-grand-mère qui a fondé l'usine Réau vivait encore au 3e étage. Et j'étais très lié à elle, donc je l'ai bien connue. Elle est morte quand j'avais, je crois, 15 ou 16 ans. Donc j'ai vraiment des souvenirs très prégnants de cette maison-là. Et il y avait des dames qui habitaient au 4e étage. C'est une grande maison, une maison très haute. C'était un peu mystérieux. J'ai une impression de mystère un peu dans cette maison. Et puis ce fameux jardin qui butait sur les remparts, dont on voyait tout le panorama sur Saint-Sulpice. Et il y avait un escalier qui descendait dans l'épaisseur des remparts. Il y avait un autre jardin qui, pour moi, je me souviens, c'était très secret. Pour moi, ce jardin-là, on n'y allait pratiquement jamais. Ah, c'est une maison, oui, c'est des souvenirs d'enfance qui sont forts quand même. Et du coup, à quel âge tu as déménagé pour l'autre Je crois que c'était en 60... J'ai du mal à situer, hein. J'avais peut-être 10 ans. Oui, donc c'était 60, 59, 60. D'accord. Et donc cette nouvelle maison était complètement différente? Ah oui, complètement, oui, complètement. C'était une maison avec un grand jardin. Ah oui, complètement différente. En quoi d'abord, il y avait une partie un peu moderne que mes grands-parents avaient... Parce que donc la maison du boulevard Thiers avait été acquise par mes grands-parents, hein, donc Hippolyte Réau, et ils avaient fait des travaux importants. Ils avaient agrandi. Je ne sais pas si on la voit de la rue, si on pourra voir comment c'est. Encore si on la voit de la rue. Et c'est une maison qui est peut-être plus facile à vivre, hein. Mais bon, c'était une maison qui était un petit peu plus banale, on va dire. Mais j'ai des très bons souvenirs dans cette maison-là aussi. Tu es devenu architecte. Oui. Et en fait, est-ce qu'il y a quelque chose... est-ce que tu as des souvenirs liés à ton enfance qui pouvaient indiquer qu'un jour tu suivrais ce chemin professionnel? Oui, c'est difficile de répondre à ça. J'ai toujours été, attiré par les matériaux. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais tu vois, au-delà du bricolage, quoi. Bon, les matériaux, leur aspect, leur propriété, ce qu'on peut faire avec, etc. Et donc, ça a été un peu naturel pour moi, tu vois, je trouvais que être architecte, c'est à la fois un travail qui est intéressant sur le plan intellectuel, hein, et à la fois qui est quand même, malgré tout, plongé dans la matière. Tu te coltines la matière avec l'architecture. Hein, tu es chargé de la mettre en scène, d'une certaine manière. Je trouvais que c'était une bonne fusion de ces aspirations-là, quoi. J'ai pas de nostalgie particulière. Le passé, c'est le passé. Au contraire, moi, j'aurais dû le faire depuis longtemps d'ailleurs, aller voir ce que c'est devenu. Mais bon, il se trouve que j'ai pas eu l'occasion, ou j'étais peut-être un petit peu vexé de ne pas avoir été choisi pour faire le projet. Non, je plaisante. Est-ce que tu te souviens de l'entrée de chez Réau? Par où tu rentrais quand tu allais... Alors, l'entrée, oui, je me souviens très bien des lieux, hein. Excuse-moi. L'entrée principale, donc c'était l'entrée royale, hein, donc cette grande entrée qui avait été, on sentait une volonté d'architecte avec ce grand escalier on peut pas dire colimaçon, c'est réducteur, mais bon, cette grande spirale avec ses marches en bois, et puis qui un peu, dans mon esprit, qui est un peu tenu dans le vide, quoi, avec les verrières latérales et le panneau vitré devant. Bon, mais ça, c'était l'entrée, c'était même pas l'entrée du personnel, s'il rentrait par là, peut-être. Et moi, quand j'allais dans les ateliers qui étaient dans le sous-sol, il fallait faire le tour
de la première aile, hein, et puis on s'enfonçait dans l'allée où il y avait une rampe pour les véhicules. Dans mon souvenir, sur la droite, il y avait le stockage des déchets d'emporte-pièces de cuir. C'est là où on jouait, si tu veux. C'est là où il y avait cette odeur très, très particulière du cuir. Et moi, je rentrais souvent par là. En fait, aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je connais le bâtiment. Donc, il y avait le bâtiment en H minuscule qui aurait dû devenir un H majuscule. Oui. Et donc, on rentre entre les deux jambes du H, Oui. par un plan incliné. Oui. Tu te souviens de ça? Oui, on D'accord. descend. Hein, tu dis? On descend. Oui, quand on part de l'usine, on descend. Oui, on descend, oui. Voilà, mais moi, je me mets dans le sens de celui qui a... Alors, oui, mais je pense qu'il y a deux rampes. Il y a un accès c'est pas le sous-sol, mais c'est là où il y avait l'atelier d'entretien. Hein, lui qui est au premier niveau, donc on descend un peu. Et il y a peut-être une rampe après ça je me souviens pas bien, où c'est une rampe de chargement. À ce niveau-là, oui, c'est possible. Alors ensuite, dans tes souvenirs, à l'intérieur, une fois que tu es dans le hall d'entrée, là où se trouve l'escalier, Oui. Quelle était la répartition des volumes et des... Alors, tu rentrais dans les ateliers en direct, c'est les ailes. Hein. Il y avait peut-être des espaces tampons avant, je me souviens pas bien. Et ensuite, tu montais. Donc, il y avait 2 niveaux. Ah, non, il n'y a que 2 niveaux en fait. Hein. Donc, il y avait 2 niveaux de production pour les ailes. Hein. Et le bâtiment central, il y avait au rez-de-chaussée, c'est la distribution des espaces de production. Et au dernier niveau, c'est les bureaux avec... je me souviens qu'au bout, il y a une salle de réunion. Avant, je me souviens de salle informatique. Enfin, ça a dû changer beaucoup au fil du temps. Hein, ça a été réaménagé, quoi, pas mal. Et le bureau de mon père... Alors, ce qui est amusant, c'est que mon grand-père a gardé son bureau jusqu'à la fin. Hein, même s'il venait pas, ou il venait... il avait toujours gardé un lien avec l'usine, quoi. Il avait son bureau. Hein, donc on montait l'escalier, on arrivait sur le palier. Le bureau de mon grand-père était sur la droite. Et le bureau de mon père et de mon oncle, parce qu'ils avaient un bureau commun, ils étaient très très proches, était sur la gauche. Tu es rentré dans ces bureaux? Ah, souvent, oui. Très souvent. C'était bien vu par ton père? Je pense pas je me souviens pas d'y être rentré sans autorisation. Hein. Je pense pas. Oui, donc là c'était Oui. Parce que tu avais une bonne raison de... Oui, aussi. Si ça se trouve, je suis pas rentré si souvent que ça, mais bon, pour moi, j'ai un souvenir quand même assez précis de ces bureaux. Je localise où était le bureau de mon père, enfin le meuble, et où était le bureau de mon oncle. Hein. Puisqu'il y a, en fait, il y a un mur qui est en rond, hein, qui correspond au dégagement de l'autre côté. Et le bureau de mon oncle était contre cet arrondi-là, et celui de mon père était perpendiculaire plus loin. Quoi. Enfin, je les visualise bien encore. Bon, on devrait retrouver sans doute la structure, en tout cas. Ah oui, en y allant, ouais. Je sais pas, peut-être que c'est pas accessible. Hein. Ils ont modifié les cloisons à l'intérieur. Ah oui. Le gros du bâtiment, tu vois, là, évidemment, on le reconnaît. Mais... Et tu peux, alors là c'est plus à titre d'information, mais tu peux nous expliquer ce que ce bâtiment est devenu aujourd'hui, et comme tu avais suivi l'appel d'offres. Non, je sais pas, je crois que c'est une maison des associations, mais ça fait plus de 10 ans, hein, Ah oui, ce projet-là. Non, je me souviens plus du programme exactement, quoi. Oui, donc ça a été assez cloisonné. En fait, dans les ailes, quand c'était en production, c'était complètement ouvert. C'était même des chaînes. À la fin, c'était vraiment des chaînes. C'était les éléments de chaussure étaient transportés. Il y avait des transbordeurs. Je me souviens que c'est un aménagement qui a été fait en 1970, pendant l'été 1970.
Ils sont passés puisque mon père était resté avait pratiquement pas pris de vacances cette année-là pour mettre au point ces équipements-là. Je crois que c'était les 70 ou 71. Ouais. Donc là, tu veux dire, c'est vraiment la bascule vers Oui. un travail plus automatisé. Oui. Ça restait des industries de manœuvre, hein, parce qu'il fallait piquer. Il y a plein de choses qui étaient... Et alors, je pense que c'est encore maintenant. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas automatiser. Mais par contre, sur la logistique, tu vois, le cheminement des pièces qui sont découpées, après, c'est les talons qui viennent. Enfin, moi, je ne me suis jamais penché précisément techniquement sur le truc, mais bon, ça me parle, quoi. Tu gardes un souvenir de l'acoustique, de l'environnement sonore? Un petit peu, oui. Oui, un petit peu, oui. Oui, il y avait le bruit des pièces, il y avait le bruit des machines. Alors, si j'ai un souvenir, mais c'est d'avant ça. Parce que, il y a très longtemps, dans le bâtiment ancien, le premier bâtiment, le bâtiment initial, dans les premiers temps que j'ai connus moi, il n'y avait pas de moteur individuel dans les machines. C'était des arbres de force qui étaient fixés en hauteur sur les murs. Et il y avait des courroies, tu vois, qui distribuaient la force sur les machines. Et ça, je me souviens du bruit, tu vois, de ces courroies-là qui tournaient. Ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à ça. C'est drôle comme exercice. Ouais. Une autre odeur, c'était la colle aussi. La colle, c'était des colles néoprène, je pense, avec des solvants. C'est peut-être de l'acétone ou du trichloréthylène. C'est de l'acétone, oui. Et ça, c'est vraiment... Mais par contre, ça m'évoque moins de choses, ça. C'est moins spécifique que l'odeur de cuir. Mais ça sentait fort dans l'usine, effectivement. Il y avait des postes à peinture aussi, avec des ventilateurs qui donnaient sur l'extérieur. Et là, il y avait des odeurs aussi particulières. Mais est-ce que tu te souviens d'avoir découvert au moins une fois le processus de fabrication des chaussures? Parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire qu'au début, il n'y a rien, puis à la fin, on a une paire de chaussures. J'avoue que j'étais pas... j'ai pas vraiment été curieux de ça, mais ça peut s'expliquer par le fait que j'étais complètement dedans, quoi. Donc, cette attitude-là que tu décris, tu l'as peut-être plus facilement quand tu découvres quelque chose de complètement nouveau. Mais là, petit à petit, j'étais dedans, donc pour moi, ça semblait complètement naturel. Et je me posais pas forcément la question de la finalité, tu vois, du lieu. Enfin, c'est pas que je me la posais pas, mais je la dégageais pas un peu intellectuellement, quoi. Et c'est vrai, je me suis jamais posé la question. C'est vrai que c'est intéressant, ça. Non, mais Fougères, pour moi, c'est plus Fougères, hein. Je te dis, l'exemple, pour moi, ça a changé de morphologie, même. C'est même la morphologie. Tu vois, tous ces... Oui, tout, en plus, c'est une ville qui a été beaucoup détruite pendant la guerre, hein, donc il n'y a déjà pas de caractère, sauf justement le quartier Saint-Sulpice, hein, qui est un très beau quartier. Hein, mais sinon, là où est l'activité de la ville, ça n'avait déjà plus de caractère du tout, quoi. Et il n'y a pas eu d'urbanisme ou d'architecte comme au Havre, tu vois, où là tu retrouves une force, tu vois, qui se rattache à la culture esthétique et architecturale qui a été découverte après la guerre, c'est la charte d'Athènes, puis après, etc. Mais à Fougères, non, l'urbaniste, il a fait ce qu'il a pu, mais c'est un peu nul, quoi. Et donc, ils ont retransformé depuis, et pour moi, quand je me retrouve ici, sur cette place, ça ne me dit rien, tu vois, c'est plus la même ville pour moi, du tout. Il y a quelque chose juste... En fait, à côté de Chéréo, il y avait encore une autre entreprise. Est-ce que tu te souviens de cette entreprise? Il y avait Morel et Gâté, tout près. Ouais. J'ai un trou, là. Et qui aurait été... Ah bah oui, c'est Madelin, la cristallerie, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, oui. Tu gardes des souvenirs? Alors, je l'ai visité quelques fois, et c'était très impressionnant, hein.
Tu sais, c'est très, c'est vulcanéen, quoi. C'est les fours, c'est tout noir. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, ça a dû bien. Elle n'existe plus de toute manière. Mais je veux dire, une cristallerie, ça doit plus du tout être comme ça. Ah, mais là, c'était, il y avait de la poussière. Enfin, dans mon souvenir, hein. Il y avait de la chaleur, il y avait de la poussière, il y avait du bruit. Ouais, donc Ah oui, je m'en souviens, bien sûr. Mais bon, là, on y allait vraiment. J'ai été quelques fois, très peu de fois. Mais par exemple, vous parliez de Monsieur Madelin, et j'ai encore son visage dans la tête, quoi. C'est bizarre, hein. Donc Monsieur Madelin qui était... Ah ben, c'était le directeur de la cristallerie de Fougères. Et ça lui appartenait, je pense. Non? Coopérative. Ah oui, c'était une coopérative. Ah oui, c'était une coopérative. Exact. Et il a été maire de Fougères après. Après ton grand-père. Ouais. Il a été longtemps maire, je pense. Un mandat. Ah, un seul mandat? Et après, c'était Cointat. Et Cointat, lui, il a fait beaucoup de mandats. Ah oui. 2 ou 3 ou... Ouais. Jusqu'à février, jusqu'à Faucheux. Ah, Faucheux, oui. Mais après, nous, bon, on a plus suivi. Moi, j'ai plus du tout suivi la vie politique locale, hein, vraiment plus du tout. Cointat, on le connaissait parce qu'il a été ministre. Ouais. Hein, mais sinon. Tu parlais de l'évolution de la ville. Et Oui. en fait, si on se réfère à cette place, elle a vraiment beaucoup changé par rapport à... Pas énormément, mais bon, il y a des plantations. Et je sais pas. Non, je pense que ça, c'est un percement nouveau. Je sais plus. Non. Non, c'est pas Dans nouveau. ton dos. Dans mon dos. Non, bah ça existait, ça. Ah non. Quand tu étais jeune, le boulevard Leclerc n'existait pas. Ah non, mais il y a très très longtemps, mais Ah oui, après. Oui, mais j'ai connu. Et je te faisais remarquer justement que le magasin, il y a un magasin dans l'angle là, et qui existait dans les années 60. Et ça, c'est vraiment rare. Et pour la même activité. Qui fait Ouais. quincaillier. Ouais. Qui était quincaillier à l'époque. Et c'est vrai, c'est très très rare, hein. Vraiment très rare. Et je me souviens, j'avais acheté un truc, un magnétophone là, ou un truc comme ça. Il y en avait un autre, il y avait un Ducretet Thompson à côté. Oui, mais là, emporté par le vent de l'histoire.